je remercie Gérard Berry de m'avoir invité. Je vais vous parler de l'Internet des objets. Ah oui, il faut que je flippe ça. Dupliquer, oui. OK. Vous m'excuserez, mes transparences sont en anglais, mais bon, je ne pense pas que ça pose problème. C'est des transparences relativement simples. J'ai effectivement travaillé sur la vérification, mais depuis maintenant plus de 15 ans, je m'intéresse à la conception des systèmes donc, qui sont composés de matériel et de logiciels. Et je vais vous parler de ce que je considère être la révolution ultime de l'informatique, des sciences et technologies de l'information, c'est l'Internet des objets. Mais avant de parler un slide introductif pour dire que l'informatique est une discipline relativement récente, et puis on a une évolution très spectaculaire en spirale, ici que vous voyez, les ordinateurs sont utilisés partout. Donc vous avez les grandes révolutions, tout ce qui est le mariage de l'informatique et des télécoms, les systèmes embarqués, donc informatique utilisée pour contrôler des processus physiques, et l'Internet des objets, qui est la grande révolution à venir. Alors, dans cet exposé, je vais essayer d'expliquer quelle est la vision et puis de vous dire quels sont les challenges scientifiques et technologiques que cache cette révolution. Et la question importante est, est-ce que tout ça est réalisable? Alors, il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quasiment 1 milliard d'appareils qui ont des ordinateurs embarqués. Chaque ordinateur produisant des services, et le rêve, c'est comment donc mettre tous ces services ensemble, produire des services globaux au niveau de la planète. Et voilà, c'est ça un peu l'objet de l'Internet des objets. Et je pense que ce qui a changé pendant les 10 dernières années, c'est l'intérêt. Avant, on avait des systèmes, on considérait séparément le logiciel et le matériel. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir des systèmes composés de logiciels et de matériel, donc ce que vous voyez ici. Et c'est des systèmes qui sont utilisés, 95% des processeurs maintenant sont embarqués, sont utilisés pour contrôler des environnements complexes qui comptent donc cette boucle-là. Et ici, la difficulté pour le développement de ces systèmes réside sur le fait qu'on a des interactions subtiles entre le système et l'environnement, et cette dynamique ici. Donc, peut-être vous avez des systèmes qui n'ont pas des données et des algorithmes complexes. Ce qui compte, c'est cette boucle. Et il faut dire que même si on a des théories pour fabriquer du matériel correct, ou même des programmes corrects, il y a des théories, on a 0 théorie pour prévoir le comportement d'un logiciel qui tourne sur une plateforme, disons un peu complexe, pas sur machine nue, mais avec un système d'exploitation. Donc, il y a eu ce changement au cours des 10 dernières années que je considère très important et significatif. On va de la conception de systèmes traditionnels. Donc, système traditionnel, c'est les serveurs, c'est le système que vous avez dans votre laptop, à une nouvelle génération de systèmes qui doivent satisfaire des exigences techniques très contraignantes, la réactivité, ce qui n'est pas une contrainte pour votre laptop. L'autonomie aussi, c'est une exigence très importante. Vous avez aujourd'hui des systèmes dans votre voiture. S'il y a un pépin, vous n'allez pas les redémarrer manuellement. Aussi, ça, c'est une exigence. Tout ce qui est optimisation d'énergie. Lorsque vous développez un logiciel pour, par exemple, un téléphone portable, vous faites attention pour utiliser au mieux les ressources de la plateforme. Des contraintes donc, de fiabilité, je reviendrai là-dessus, de scalabilité aussi. Et en plus, maintenant, ces les processeurs embarqués sont dans des produits de marché, de masse, et ils doivent satisfaire des exigences économiques. Ça, c'est très important. C'est beaucoup plus facile de faire un système très, très sûr que de faire un système qui corresponde à un optimum
économique. Donc, aujourd'hui, nous avons un challenge qui est très important, c'est comment concevoir des systèmes de fonctionnalité garantie et de qualité à des coûts acceptables. Voilà donc un plan de ma présentation. Je vais commencer en parlant d'un phénomène qui me paraît très intéressant, c'est la convergence technologique. Ensuite, je vais vous parler de l'Internet des objets et des défis scientifiques et techniques. Je vais conclure avec une discussion. Très rapidement, aujourd'hui, on parle beaucoup de convergence à tous les niveaux, et on parle de convergence de politique au niveau planétaire, etc. Qu'est-ce que c'est la convergence technologique? C'est surtout l'utilisation des technologies de l'information pour faire coopérer, pour fluidifier l'économie, fluidifier les services. On parle de convergence, par exemple, des réseaux, avoir une infrastructure des réseaux unifiés. On parle de convergence d'appareils. Aujourd'hui, vous utilisez votre téléphone portable pour téléphoner, mais aussi pour faire plein d'autres choses, regarder la télé, faire du monitoring de votre état de santé, de la convergence des services. Et quelque chose qui est moins visible, qui est très important, c'est la convergence des politiques en matière de standards, de réglementation. Il y a des agences, des administrations d'État qui coopèrent pour définir des règles et des normes qui faciliteront la perméabilité des technologies de l'informatique et leur utilisation partout. Alors, ce que j'aimerais aussi signaler, c'est dire que les grandes sociétés du logiciel se sont complètement transformées au cours des 10 dernières années. Ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas, moi, ça m'impressionne. Si vous prenez une société comme IBM, par exemple, qui, il y a 10 ans, ils vendaient du matériel ou des logiciels séparément. Maintenant, vous voyez, ils ont un programme pour une planète intelligente et vous voyez donc quels sont les messages ici. Ils disent la planète doit être instrumentée, interconnectée, intelligente. On insiste beaucoup sur l'intelligence. Et l'intelligence, c'est notre capacité, la capacité des systèmes de prévoir des événements et d'optimiser des ressources, donc pour faire face à des défis mondiaux. Un autre exemple, c'est encore avec des grandes sociétés du logiciel américaines, c'est le rapprochement des services et de tout ce qui est mobilité, téléphone mobile. Vous savez que Google a acheté Motorola Mobility. Ça, c'était quand? C'est il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans. Et puis, Microsoft a acheté Nokia. Et puis, Google a revendu Motorola Mobility pour 3 milliards. Et là, ils ont acheté pour 12 milliards. Donc, cette différence est justifiée par quoi? Par le fait qu'ils ont gardé les IP. Le gouvernement américain ne les a pas autorisés à vendre tout ce qui était propriété intellectuelle de Motorola Mobility aux Chinois. Et puis, vous voyez que début de l'année dernière, Google achète pour 3 milliards de dollars une société qui est Nest, qui fait des thermostats intelligents. Donc, vous voyez que Google se différencie et s'étend. C'est un extrait d'un article qui a été publié il y a 1 an et demi dans le Time Magazine. Ça montre l'univers de Google. Donc, lorsque vous voyez les activités que couvre aujourd'hui le business de Google ou qu'a l'ambition de couvrir, vous verrez que les services, c'est un petit fragment de ce qu'il doit faire. Il y a des voitures, il y a de l'énergie, il y a de la santé. Et voilà, ça c'est la couverture du Time Magazine. Donc vous voyez que les ambitions de ces gens-là n'ont pas de limite. Ils veulent résoudre tous les problèmes. Et c'est assez intéressant à observer, assez spectaculaire
donc cette reconversion des grands du logiciel. Bon, j'aurais pu parler de Apple également. Donc, 2 mots sur l'Internet des objets. Tout d'abord, la vision, vous lisez ça très probablement dans les journaux. Actuellement, nous avons des capteurs et des actuateurs partout, et puis nous avons des machines dans toutes les infrastructures, dans tous les services, chez nous, dans nos voitures, etc. Et donc, tous ces processeurs sont connectés par une infrastructure réseau qui est assez hétérogène et complexe. Et l'idée, donc, c'est de collecter toutes ces informations et de les remonter au cloud. Alors là, bon, c'est une vision encore, ce n'est pas réalisé, mais l'idée, c'est que le cloud collecte toutes ces données, on applique des techniques d'analyse de données, et ensuite, donc, on peut prévoir des événements et donner des ordres. Donc, on a une espèce de système nerveux, on a, comme pour le corps humain, l'intelligence, le cerveau, c'est le cloud. Et voilà, c'est cette vision-là qui est bien attrayante et intéressante. Donc, ça, c'est un poster de Motorola. Mais bon, vous pouvez trouver des visions similaires chez tous les grands actuellement. Alors, si je vous dis très rapidement, mais certainement vous avez vu tout ça, on parle de smart grid ou smart energy, donc comment gérer à un niveau, au niveau d'un continent par exemple, la distribution d'énergie en gérant des sources d'énergie hétérogènes, donc l'éolien avec le nucléaire, le photovoltaïque, etc. Des autoroutes intelligentes avec une infrastructure appropriée où donc on peut faire le monitoring du trafic, on peut rescheduler le trafic selon des incidents ou des changements, le temps qu'il fait, etc. Bon, des smart factories, ça c'est aussi une idée très, très, très intéressante, des usines avec des robots qui sont complètement automatisés, et tout ça connecté par une infrastructure réseau. Certainement, vous avez dû voir Google Car et des voitures intelligentes, ça existe déjà. Plein d'applications en agriculture pour optimiser, par exemple, l'arrosage des champs, et des applications en médecine. Par exemple, ici, on parle d'une espèce de pilule intelligente qui est ingérée, et puis, donc, lorsqu'elle traverse les tubes, transmet des données à votre médecin, etc. Donc, il y a des scénarios comme ça qui sont... Bon, je ne veux pas trop détailler tout ça. Et puis, la question qui me paraît importante, c'est est-ce que l'infrastructure réseau que nous avons actuellement peut supporter ça, hein? Dans ce que j'ai présenté, il y a 2 types de boucles. Il y a des boucles qui sont avec des hommes, donc où les interactions sont relativement rapides. Et ce qu'on aimerait faire, c'est avoir des services qui sont complètement automatisés, contrôlés par le cloud ou par des machines, par des systèmes embarqués qui sont locaux. Alors, actuellement, on parle de 2 types de réseaux, 2 types d'Internet des objets. Un qui ressemble plutôt à l'Internet que nous avons actuellement, où, disons, on favorise l'interaction avec des utilisateurs humains. Un qu'on appelle l'Internet industriel des objets. Et là, l'idée, c'est qu'on a des services qui sont autonomes. Alors, ça, ce n'est pas pour demain. Et la raison est, il y a 2 raisons en fait. Pour l'infrastructure Internet actuelle, on ne peut pas garantir des temps de réaction, et il y a des problèmes avec la sécurité. Donc, vous avez dû lire peut-être qu'il y a
un consortium aux États-Unis, il y en a d'autres peut-être, qui étudient la possibilité d'avoir un Internet des objets industriels et où probablement le protocole de base ne sera pas IP. C'est un autre protocole qui permettra une certaine prédictabilité temporelle et peut-être une meilleure sécurité. Bon, tout ça, c'est à l'étude. Et ça, c'est ces slides, c'est des images de... Bon, alors, ce consortium est dirigé par General Electric. C'est un consortium assez important. Ils ont commencé à travailler il y a quasiment 1 an et demi. Voilà donc comment ils voient les choses. J'aimerais vous montrer plutôt ce slide qui montre que donc on aura des machines qui seront équipées de capteurs et d'actuateurs. On extrait des données qui sont collectées par des systèmes de données industriels, donc c'est quand même des systèmes d'information un peu spéciaux. Et là, donc, on analyse ces données et on donne un feedback. Alors, soit un utilisateur, je pense que bon, il peut y avoir aussi des boucles plus courtes directement vers les machines. Et vous voyez donc que ça, c'est, on ferme la boucle et on va pouvoir contrôler l'utilisation des machines, des ressources, et c'est une idée qui me paraît très importante. Alors, ça c'est la vision, et j'aimerais dire 2 mots sur les exigences et pourquoi on a du mal à réaliser, à atteindre cette vision aujourd'hui. Donc, l'Internet des objets est une structure qui est hiérarchique, tout à fait, donc c'est un arbre. Tout à fait en haut, vous avez des utilisateurs soit humains, soit le cloud, donc vous faites des analyses de données. Ce que vous voyez par S, donc, c'est des capteurs ou des actuateurs. P, c'est des éléments c'est des processeurs. Et C, ça doit être c'est des éléments de connectivité, des routeurs, etc. Donc, vous avez une structure hiérarchique et qui est assez complexe, évidemment, qui s'étend aussi géographiquement, qui est une structure répartie. Ici, il y a beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, quel type de processeur vous utilisez à ce niveau-là? Combien de contrôles vous faites localement et quelle partie du contrôle est faite globalement? Comment les utilisateurs interagissent avec le cloud ou les différents services? Donc tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes. Il y a une question qui paraît importante aujourd'hui, c'est comment intégrer, comment avoir une structure des réseaux unifiés. Alors là, vous voyez les différents types de réseaux qui existent aujourd'hui et qui ont des caractéristiques très différentes de débit et de portée. Donc vous avez des protocoles ici comme NFC, donc c'est Near Field Communication, c'est donc la portée c'est d'une dizaine de centimètres. Zigbee, Bluetooth que vous connaissez, beaucoup de protocoles des réseaux propriétaires, et puis vous avez le cellulaire ici, et la question est comment vous intégrez tout ça. Donc, différents acteurs ont différents points de vue sur comment tout ça sera intégré, et selon les analystes, on pense que l'émergence d'une infrastructure unifiée, ce n'est pas pour demain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un obstacle majeur au développement de cette vision. Ensuite, il y a des exigences de type, de ce type-là, donc gestion des ressources. On a beaucoup de nœuds de cette infrastructure où l'efficacité énergétique est importante. Encore aujourd'hui, on n'a pas très bien développé un modèle économique sur la base duquel on fournira des services. Donc ça, c'est aussi un problème. Et un autre problème, c'est la fiabilité des systèmes qu'on met donc dans nos voitures, dans
tout ce qui est électroménager, dans tout ce qui est équipement, étant donné que la durée de vie de l'équipement est d'habitude beaucoup plus grande que la durée de vie des composants électroniques. En plus, bon, les composants électroniques doivent travailler dans des environnements qui sont un peu durs, enfin bon, qui sont travaillés à l'extérieur dans des conditions qui ne sont pas des conditions d'une pièce climatisée. Finalement, le dernier problème, c'est un problème de sécurité. Actuellement, on ne peut pas garantir la sécurité sur le net, ça, vous le savez. Et ce problème devient beaucoup plus grave parce que si on veut faire du contrôle, auquel cas la réactivité, avoir des temps de réponse garantis, ça devient important. Donc, à mon avis, la sécurité et l'absence d'une structure unifiée sont les deux problèmes majeurs pour atteindre cette vision. Si vous avez des questions, je pourrais répondre sur des points spécifiques. J'aimerais passer aux problèmes, aux défis scientifiques et technologiques. Donc là, j'ai 4 points. J'aimerais parler de conception de système, si conception est le bon terme pour design. Donc, de systèmes qui sont composés de logiciels et de matériel. J'aimerais souligner une différence importante qu'en informatique, on n'a pas de théorie pour construire des systèmes, ça on le sait, et que, contrairement à d'autres disciplines d'ingénieurs, qui sont fondées sur la physique, disons, classique. Je suis un ingénieur civil, je veux construire un pont, je pose des équations, j'ai de la théorie pour construire un pont qui restera fonctionnel pendant des siècles avec une très grande probabilité. En informatique, on n'a pas des théories, on n'a pas de belles théories. Il faut dire que tout ce qui est théorie scientifique, en tout cas, ça traîne derrière l'évolution, une évolution technologique très rapide, et peut-être il y a d'autres raisons pour lesquelles on n'a pas la prédictabilité en informatique. Si vous avez des questions, on pourra en parler. Je pense que la conception en tant que concept est un concept important, tout aussi important que faire de la science. Et lorsqu'on conçoit un système, on construit donc un artefact, on part d'habitude donc de nos besoins, comme a expliqué Gérard Berry, des spécifications, et il y a 2 problèmes principaux à résoudre. La formulation, non, il y a 2 gaps, il y a 2 sauts à faire. Tout d'abord, il y a évidemment exprimer le besoin, ce qu'on appelle en anglais les requirements, exprimer, donc ça c'est très dur, on le dit dans un langage naturel. Ensuite, on écrit un programme, une recette, et finalement, on passe à la partie implantation, à la partie matérialisation. Je pense que c'est un pattern qui est suivi chaque fois qu'on conçoit des systèmes. Et ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que donc, lorsqu'on développe des systèmes informatiques, on suit le même pattern. Et pour revenir à ce que je disais ici, je peux, pour donc ce gâteau, avoir la même recette et utiliser des ressources de qualité différentes. Ou avoir les mêmes plans, je suis ingénieur électricien, et utiliser des matériaux de qualité différente. Donc il y a un découplage entre la partie fonctionnelle et la partie non fonctionnelle ici, ce qui est intéressant et qui s'applique parfaitement aussi au système.
On parle des exigences, donc ça c'est de nature déclarative, c'est des ensembles de propriétés du système. On écrit un logiciel, donc là, comme a dit Gérard Berry, c'est une première difficulté, comment on comprend les exigences et on traduit vers des programmes. Et une autre difficulté, c'est comment on génère du code pour une plateforme donnée. Et donc la question brûlante, c'est est-ce que c'est correct, c'est-à-dire ce que j'ai finalement satisfait mes exigences. Voilà. Donc vérifier, ça sert à prouver que ce que j'ai ici, voilà. Donc contrairement à la vérification de programme ou à la vérification de matériel, pour les systèmes qui sont mixtes, le problème de la correction est un peu plus difficile. En fait, les exigences peuvent se classer en deux types de propriétés. C'est donc des propriétés que j'appelle des propriétés de confiance. Vous comprendrez pourquoi. Est-ce que le système se comporte correctement malgré tous les problèmes qui puissent arriver au cours de sa vie? Alors, c'est des problèmes qui peuvent venir soit de problèmes de matériel, soit parce qu'il y a eu des erreurs de programmation. Donc, j'espère que vous faites la différence entre ceci et cela. Hein, ça, c'est conceptuel. Malgré des problèmes à cause de l'interaction avec un environnement qui n'est pas prévisible et malgré des problèmes de sécurité, ça, vous comprenez. Donc, c'est des propriétés de confiance ou de propriétés de fiabilité, je ne sais pas quel est le bon terme en français. Et donc, je peux concevoir des systèmes qui sont de haute confiance ou de haute fiabilité. Ça peut coûter cher. Lorsqu'on conçoit des systèmes, on fait toujours un trade-off entre ceci et cela. Donc là, en tant que concepteur, vous allez optimiser et trouver des trade-offs. Alors, des exigences d'optimisation, ça porte en fait sur encore un trade-off qui est interne ici entre la performance. Donc, en tant qu'utilisateur, je demande de la performance, je demande du débit, je demande des temps de réponse garantis et les coûts. Les coûts, c'est combien de ressources j'utilise, combien de mémoire j'utilise, etc., la fréquence de mon processeur, etc. Et encore, il y a des compromis. Ça, c'est un problème majeur lorsque vous concevez des systèmes et le trade-off entre les deux, et j'espère que vous comprenez ceci. Et bon, je vais sauter ça parce que c'est un peu technique. Et Gérard Berry a parlé déjà de cette distinction lorsqu'on conçoit des systèmes aujourd'hui. On a des systèmes qui sont critiques, qui sont donc conçus et produits avec un grand soin. C'est des systèmes qui sont relativement simples, pas très complexes, et dont le développement coûte cher. À l'autre extrême, vous avez des systèmes qui sont, bon, en anglais on appelle best effort, donc des systèmes meilleur effort. Donc ici, lorsque vous concevez ces systèmes, vous cherchez à optimiser les ressources, et entre les deux, vous avez des missions critiques. Donc là, par exemple, une fusée est mission criticale par opposition à un avion commercial. Toute l'infrastructure, les data centers, c'est mission criticale. Alors, pourquoi? Et ça, c'est une spécificité des systèmes informatiques. Lorsque vous achetez un frigo, vous achetez une machine à laver, on ne va pas dire je veux une machine mission critical, un frigo mission critical. Okay? C'est-à-dire il y a des normes et ça garantit quand même la qualité. Après, bon, vous pouvez avoir des meilleures performances, mais c'est... Donc ici, ce qui compte, c'est que pour un avion, par exemple, un Airbus, vous avez ici une fiabilité de 10-9 pannes par heure. Bon, comment c'est calculé ça? C'est une autre question, mais disons, on dit que la fiabilité est de ce niveau-là. Ici, la fiabilité est de l'ordre de 10-6 et ici de 10-4. Okay? Donc, vous avez une différence en fiabilité et ça se traduit par des coûts. Aussi, un fait
très très important et remarquable, c'est que si je cherche à multiplier, disons, par 10 la fiabilité d'un système que j'ai dans une fusée, j'aurai une explosion des coûts, et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir. Okay? Donc, les systèmes critiques, ça coûte cher, et c'est limité à des systèmes d'une complexité raisonnable. Alors, vous lisez dans la presse tous les problèmes que vous avez à partir du moment où, surtout, vous avez des systèmes qui fonctionnent de façon autonome. Vous connaissez tout ça. Vous avez des problèmes de sûreté de fonctionnement, mais aussi de sécurité. Par exemple, les banques doivent perdre beaucoup d'argent à cause des attaques, mais on en parle peu. Beaucoup de problèmes aussi dans le médical, où encore il n'y a pas de réglementation aussi stricte que, par exemple, pour l'avionique. Alors, je trouve que ce slide est intéressant. C'est un slide produit par la DARPA, qui est l'agence américaine qui finance une grande partie de la R&D aux États-Unis, et qui montre l'évolution des coûts pour des systèmes qu'ils appellent high confidence, donc de haute fiabilité. Alors là, vous avez l'évolution des coûts pour une plateforme avionique sur une échelle logarithmique. Donc là, vous mesurez la complexité en puissance de 10. La complexité c'est mesuré en lignes de code source. Et ici, vous avez les coûts à une échelle, les coûts de conception, d'intégration et de test, donc de développement sur une échelle algorithmique. Donc, vous voyez que les coûts pour les développements de matériel sont restés quasiment constants. Par contre, pour l'avionique, ça explose. Et ce slide est assez intéressant. Ils disent que si cette loi de croissance exponentielle de coûts se confirme pour le développement d'un avion à l'année 2060, quelque chose comme ça, vous dépenserez le budget de défense des États-Unis. Je ne sais pas aussi si vous savez, vous lisez dans la presse que aussi bien Airbus que Boeing disent non, on ne va pas développer de nouveaux avions, ça va, ça suffit, ça coûte trop cher de développer un nouvel avion. Donc c'est pour dire que il faut, et ça je ne sais pas si le grand public comprend quand même cette différence qui est importante et qui sera différente et très importante pour Internet des objets. Si on veut avoir des systèmes de haute fiabilité, et pour l'Internet des objets, on aura besoin de ça, eh bien, ça va coûter cher, voire ce sera impossible. J'aimerais parler du deuxième défi qui est ce qu'on appelle des systèmes cyberphysiques. Alors, qu'est-ce que c'est les systèmes cyberphysiques? C'est des systèmes où on conçoit conjointement le système en prenant en compte aussi bien les caractéristiques physiques et de calcul des composants du système. Donc, l'idée est que aujourd'hui, lorsque vous concevez des systèmes, par exemple, je ne sais pas, dans un bâtiment, vous avez des briques et vous êtes ingénieur, vous faites des calculs en prenant en compte la résistance, les caractéristiques des briques. Donc, dans les génies civils modernes, dans les briques, il va y avoir des capteurs. Il peut y avoir aussi des processeurs. Okay? Et lorsque vous composez une telle brique, qui sera une brique donc cyberphysique, il vous faut une théorie pour le faire. Et cette théorie sera une théorie des systèmes qui mélange de la dynamique continue et aussi de la dynamique discrète. Et ça rend... c'est une vision qui est très intéressante, très, très attrayante, et qui est devenue possible parce que nous avons toute la technologie pour la faire. Nous avons les processus de miniaturisation
nous avons donc on peut mettre de l'intelligence à des prix vraiment bas partout dans les systèmes électromécaniques que nous développons. Et puis, bien sûr, nous avons aussi les réseaux pour faire communiquer tout ça. Alors, attendez, je vais parler de ça, mais d'abord, j'aimerais vous montrer un exemple juste pour mieux illustrer ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Et après, je reviendrai. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des outils CAO. Si je suis un ingénieur, je veux concevoir, par exemple, un engin comme ça. Je vais donner la géométrie des pistons de cet axe-là. Et je peux construire donc un modèle 3D de ceci. L'idée, c'est que je mettrai en plus donc des caractéristiques géométriques, de l'information sur la résistance, sur les propriétés physiques des matériaux que j'utilise, plus donc de l'intelligence. Et je vais construire un modèle virtuel de mon moteur que je vais faire tourner et je vais tester avant de le fabriquer. Okay? Pareil pour les ailes d'avion, etc. Et l'idée, c'est d'étendre le principe qu'on appelle de 3D printing. 3D printing, donc j'ai un outil CAO, je construis un modèle d'un objet et je l'envoie à l'imprimante 3D et je produis l'objet. Dans les années qui viennent, vous aurez, accès à des outils de CAO. Par exemple, vous pourrez concevoir, dessiner votre voiture personnelle. C'est-à-dire, vous irez, je ne sais pas, sur les sites de Daimler, vous avez des bibliothèques de composants, vous prenez des composants, vous les assemblez et vous faites votre voiture à vous en utilisant des composants Daimler. Vous essayez votre voiture et vous envoyez la maquette de votre voiture essayée avec un chèque bien sûr, à Daimler qui va vous envoyer la voiture. Donc ça veut dire que vous pourrez être créateur de vos objets et grâce à évidemment, si on a la théorie pour le faire. Alors pour avoir la théorie et pouvoir faire ça, il faut pouvoir marier des théories des théories sur les systèmes physiques et des théories sur les programmes, des modèles informatiques. Et là, je vous montre un exemple concret. Si je suis aujourd'hui un ingénieur, je conçois des systèmes, je suis amené à utiliser un outil comme MATLAB Simulink, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, ici, vous avez une interface graphique et vous donnez un réseau de composants. Chaque composant est caractérisé par sa fonction de transfert. En fait, donc, la dynamique du composant est décrite par un système d'équations linéaires, équadif linéaire. Et donc, la sémantique de tout ça, c'est un système d'équations différentielles linéaires. Mais lorsque je vois ceci comme un système, un composant donc, reçoit des flots d'entrée et produit un flot de sortie, et c'est un système qui est intrinsèquement parallèle. Vous avez des signaux, et vous avez une dynamique continue, donc ça c'est le monde des systèmes physiques, et de l'autre côté, le même ingénieur doit travailler avec des outils comme, je ne sais pas, celui-là, c'est quoi? C'est Rational Rose. Donc là, lorsque vous programmez, ici on utilise des automates, vous dites je suis à un état, et tel événement arrive, je vais à un autre état. Donc vous raisonnez de façon complètement séquentielle. Donc la question est comment marier ces deux mondes, et c'est une question qui, on est en train d'étudier, mais il y a beaucoup de difficultés techniques, conceptuelles, pour mettre les deux mondes ensemble et faire des outils aussi qui soient robustes et qui résolvent bien le problème qui est le suivant, que lorsque vous utilisez des systèmes des équadifs ou des mathématiques, vous êtes déclaratif et un programme informatique, ce modèle, il est exécutable.
Et juste pour finir sur les difficultés, je voudrais vous signaler le fait qu'il y a des fonctions qui sont mathématiquement très simples, mais qui, sur le plan calculatoire, sont extrêmement compliquées. Un exemple que j'aime montrer à mes étudiants est celui-là. Vous prenez un retard unitaire. Un retard unitaire, c'est une fonction qui est mathématiquement, il n'y a pas plus simple. Okay, c'est une boîte, reçoit un signal, ici c'est booléen, et qui donne la sortie avec un retard d'une unité. Alors, si vous voulez construire un automate qui calcule ça, eh ben c'est très difficile. Et même si vous voulez exactement simuler ce comportement, il faut un nombre non borné d'états pour le faire. Pourquoi? Parce que ici, vous ferez intervenir des événements discrets qui seront le front montant de x, front descendant, et front montant de la sortie, front descendant, avec une temporisation. Donc ça, c'est un automate temporisé et un automate avec des timers ici. Et il faut pouvoir traquer chaque front montant. Donc, cette solution que je donne ici est une bonne solution si x ne change pas plus d'une fois au cours d'une unité de temps. Si x peut changer plusieurs fois, ben, il vous faut autant de timers, autant d'états pour enregistrer ça. Donc, oui, et ça encore, c'est un transparent qui vient de la DARPA et qui montre cette idée de construction donc, de systèmes de cyber physical systems avec donc, des outils CAO qui vous permettent de construire un modèle d'un véhicule ici. C'est un véhicule amphibien où vous partez, donc vous intégrez pour les composants de ce véhicule toutes les caractéristiques de calcul électromagnétique, thermo, électrique, mécanique, etc. Et vous construisez donc ce modèle virtuel, vous l'essayez, et ensuite donc vous l'envoyez pour fabrication. Alors, dans cette vision des choses, ce qui me paraît important, c'est les outils logiciels qui sont utilisés pour concevoir des systèmes sur chip, des systèmes donc sur board, des sous-systèmes et des systèmes. Alors là, ce bloc logiciel, ça recouvre beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons besoin d'outils d'aide à la conception et des simulations. Donc, des outils, par exemple, comme CATIA, enrichis avec des outils de simulation très, très puissants. Nous avons besoin de composants et des outils aussi de très bons compilateurs, comme a dit Gérard Berry, et des compilateurs intelligents pour faire de la bonne génération de code. Alors, pour le temps qui reste, je parlerai de composants et d'intelligence. Alors, un problème pour l'informatique en général, c'est que lorsqu'on construit des systèmes, on n'a pas une notion standard de composants. Et ça, c'est un problème qui m'a beaucoup préoccupé et a motivé mes recherches au cours des dernières années. Si vous êtes, par exemple, ingénieur électricien, vous construisez des réseaux électriques à partir d'un nombre limité de types de composants, 3 ou 4 types de composants, où les ingénieurs qui font du matériel utilisent un nombre très limité de types de composants, des mémoires, des bus, des unités arithmétiques et logiques, etc. Okay. Par contre, lorsque vous fabriquez des systèmes, il n'y a quasiment pas de règles. Vous pouvez, tout est composant et il n'y a pas de standardisation. Je pense que tant qu'on n'a pas standardisé, on n'a pas une typologie des composants, on ne pourra pas avoir une théorie et on ne pourra pas garantir la correction des systèmes. Alors, je n'ai pas parlé de vérification, mais je pense que la vérification a des limitations intrinsèques. On ne pourra pas appliquer des techniques de vérification à des systèmes très, très complexes. Donc, ma vision, c'est qu'il faut voir comment
avoir des théories qui permettent ce que j'appelle la constructivité. La constructivité, c'est que j'ai des composants, j'ai garanti leurs propriétés. Alors pour les briques de base, je peux imaginer que j'ai appliqué aussi des techniques de vérification, ce n'est pas exclu. Mais ensuite, j'ai des théories qui me permettent de construire des systèmes complexes en composant des éléments qui sont garantis sains. Donc, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, mais juste vous expliquer le principe que je trouve très intéressant. C'est donc comment construire par construction des systèmes qui sont par construction corrects. Une idée, c'est d'appliquer des règles de compositionnalité, ce que je vous explique par ce slide ici. C'est-à-dire, j'ai des briques, j'ai des composants. Alors, ça peut être des composants logiciels, matériels, mixtes. Ils sont estampillés corrects, donc je sais qu'ils marchent bien. Il faut que j'ai une théorie, donc je vais les coller ensemble. C'est ce que j'appelle la théorie de la colle, qui me permet, donc c'est des règles de composition qui vont me garantir que si toutes ces briques sont correctes, alors je peux construire une brique qui est correcte. Okay? C'est ça l'idée de la compositionnalité. Alors, c'est une idée qui marche très très bien dans d'autres disciplines d'ingénierie. Hein. On construit des systèmes à partir de composants et on sait comment composer des propriétés. Hein. Lorsque je suis ingénieur, je n'ai fait que ça. Mais j'ai des théories qui permettent la constructivité, la compositionnalité ici. Alors, actuellement, on a quelques résultats, mais disons, on ne sait pas garantir, par exemple, que des propriétés qui sont liées qui sont liées aux propriétés temporelles, par exemple, même l'absence de blocage, parfois, on ne sait pas la garantir. Et donc, nous avons besoin de théories de ce type et des règles de ce type, donc compositionnalité, et des règles de composabilité. Et j'aimerais vous expliquer encore l'idée de la composabilité. Donc, compositionnalité signifie que j'ai de la théorie qui me permettent, si j'ai des briques saines, de construire un mur et de garantir que le mur va tenir. Mais attention, il ne faut pas que le mur soit trop haut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que lorsque je rajoute des composants, un composant souffre. C'est-à-dire qu'il faut que dans cette construction, je préserve les propriétés essentielles des briques. Et bon, j'espère que vous comprenez l'idée. L'absence de composabilité est un problème énorme pour l'ingénierie des systèmes aujourd'hui. Vous avez dû entendre parler dans les systèmes télécoms de feature interaction ou d'interaction, par exemple, des services dans les systèmes web. Vous avez des services qui sont parfaitement testés séparément, où j'ai un système qui marche parfaitement, j'ai un nouveau service qui arrive, je le mets, et ça perturbe le système. J'espère que vous comprenez pourquoi. Ça perturbe le système, pourquoi? Parce que même lorsque je mets les services ensemble, ils vont partager des ressources communes quelque part et il va y avoir donc une interaction qui peut être néfaste. Alors, juste pour vous montrer que ce que je vous dis est un vrai problème, je ne sais pas si vous avez parlé du projet ARA de Google. Donc, Google, ils veulent démocratiser le téléphone portable et l'idée, c'est donc vous achetez un squelette initialement et après, vous avez une espèce de Lego et vous rajoutez des features. Vous allez au tabac, vous achetez une brique, vous la pluguez pour acheter une fonctionnalité. Alors, c'est une idée qui me paraît très, très intéressante, mais je pense que les chances de réussite, et là, bon, si vous allez au net, enfin, vous faites Google projet ARA, vous allez voir beaucoup de discussions entre spécialistes qui font des paris et qui disent ça ne va jamais marcher. Et je pense que pour que ça marche, il faut modulariser Android hein, d'une certaine manière, ce qui me paraît assez difficile à réaliser.
Je vais finir en parlant d'intelligence. Pourquoi l'intelligence est importante? Qu'est-ce que ça veut dire intelligence? Tout d'abord, je suis d'accord avec Gérard Berry, les machines sont bêtes. Et bon, ce qu'on a appelé, enfin, qu'on appelle en anglais la vision forte d'intelligence artificielle s'est révélée complètement vide. Aujourd'hui encore, il y a des sociétés qui se font de la pub en utilisant des ordinateurs hyperpuissants. Je ne parlerai pas ça de l'intelligence. Tout simplement, on utilise des ordinateurs pour battre des humains, soit un jeu d'échecs, soit un jeu télévisé ici, juste parce que les ordinateurs font des explorations très rapidement, surtout si c'est des supercalculateurs, peuvent explorer très rapidement des espaces de calcul très complexes et battre des humains, d'accord? Mais pour moi, ce n'est pas ça l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est autre chose. C'est pouvoir, typiquement, ce que ne sait pas faire un ordinateur, ce que sait faire un humain, c'est découvrir une règle d'induction. Pas une fois qu'on donne une règle d'induction à un ordinateur, il saura l'appliquer. Mais découvrir une règle de réduction, ça, je pense qu'un ordinateur ne pourra pas le faire systématiquement parce que sinon, ça veut dire que Gödel a tort. Donc, sur un plan plus pratique, pour l'Internet des objets, il y a deux aspects de ce qu'on peut considérer comme intelligence qui sont importants. Un, c'est donc ce qu'on appelle l'ingénierie de la connaissance. Qu'est-ce que c'est les connaissances et comment, au niveau du cloud, donc, on peut utiliser des connaissances, combiner des connaissances pour résoudre des problèmes en temps réel ou en quasi-temps réel. Alors, c'est un domaine de recherche qui est très actif actuellement. Une question intéressante, c'est qu'est-ce que c'est une connaissance? Donc, connaissance, c'est un module d'information qui est générique, que je peux utiliser pour résoudre un problème. Et ce qui me paraît important, c'est comment intégrer des connaissances dans les systèmes de calcul. Vous avez probablement entendu parler du web sémantique, c'est-à-dire que donc on aura des automates formalisés, pardon, ici, et puis les utilisateurs poseront des questions, des problèmes relativement durs au web, avec donc l'espoir d'avoir des solutions à ces questions. Voilà, donc ça c'est un aspect des choses, enfin un aspect de l'intelligence qui devient important pour l'Internet des objets. Le deuxième, c'est l'adaptivité. Et ça c'est une idée très très importante. L'idée, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir des systèmes qui ont zéro défaut. Ça, déjà, même pour les systèmes critiques et les systèmes simples, ce n'est pas possible. Donc, l'idée de l'adaptivité, c'est que il faut concevoir les systèmes de telle sorte que, bien qu'il y ait des problèmes divers et variés, des failles de sécurité, des problèmes de matériel, etc., on aura un contrôleur intelligent, encore l'intelligence ici, qui va observer l'état du système et donc va mitiger l'effet d'un problème au niveau du système en donc agissant sur certains paramètres. Donc typiquement, si je peux arrêter mon système, parce que bon, un contrôleur de vol, je ne peux pas l'arrêter subitement, mais bon, il y a des systèmes que je peux arrêter si je vois par exemple qu'il y a une attaque, ou ok, je peux le mettre dans un état safe, je le ferai comme ça. Alors, l'idée de l'adaptivité vient de la théorie du contrôle, ça a été appliqué aussi dans les systèmes robotiques, dans le data mining, dans les réseaux. Juste pour vous expliquer le principe du contrôleur adaptatif, un contrôleur adaptatif fonctionne un peu comme notre cerveau fonctionne. Ça combine trois fonctions. Une fonction centrale qui est le management des objectifs, un planificateur et une fonction de learning, de gestion des connaissances. Donc, à un état de votre cerveau ou intellect, vous avez
des désirs, et vous avez un modèle, là vous avez un modèle du monde extérieur paramétrable, et donc selon vos désirs, il y a des objectifs qui apparaissent possibles, vous appliquez des critères, et selon l'application de ces critères, il y a un objectif qui va l'emporter. Et une fois que vous choisissez un objectif particulier, ben vous allez appliquer la planification. Et une fois donc que vous avez eu cette expérience, vous allez apprendre des choses et vous allez modifier des paramètres. Donc par exemple, si votre choix n'était pas à votre avis le bon, vous allez modifier des paramètres de ce modèle. Alors, j'ai travaillé pour concevoir des systèmes, des contrôleurs adaptatifs pour le multimédia avec des résultats très intéressants. Le problème pour ce type de système, c'est que parfois le contrôleur devient trop compliqué, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire du temps réel. Il faut que les gains en qualité de contrôle soient supérieurs à ce qu'on dépense en calcul et en temps. Et parfois, donc, bon, ça, c'est pas possible. Mais je vous dis, c'est une idée qui sera de plus en plus appliquée pour rendre les systèmes intelligents et les protéger contre des différents problèmes qui peuvent apparaître. Donc, bon, je vais finir en concluant ma discussion. Alors, ma discussion, je la ferai plutôt sur l'avenir je parlerai de l'avenir de l'Internet des objets sans parler des aspects techniques et scientifiques. Une question importante, comprenez que l'Internet des objets, ça mobilise, je ne sais pas, tous les grands du logiciel actuellement, tous les grands du matériel, c'est un effort mondial, énormément d'investissements. Alors, il y a des hauts et des bas. Cet été, Gartner, qui est un analyste bien connu, a dit ah, ben, l'Internet des objets, c'est peut-être, on a surestimé son importance, etc. Alors, c'est intéressant de voir comment travaillent des analystes. Donc, Gartner utilise ce processus d'analyse. Donc, ici, vous avez différentes technologies, les attentes, et puis le degré de maturité des technologies. Donc vous voyez que pour chaque technologie, elle commence, elle n'est pas connue, alors elle devient connue, les attentes augmentent, jusqu'à un certain moment, on atteint un maximum, et ensuite, donc, les attentes baissent parce qu'on voit tous les problèmes qu'il peut y avoir, et puis on passe à ce qu'on appelle un plateau de productivité. Voilà. Alors, semble-t-il, c'est vrai pour plusieurs technologies. Alors, aujourd'hui, l'Internet des objets, selon Gartner, se trouve là. Donc, on attend beaucoup, beaucoup. Et c'est intéressant de voir, par exemple, que Big Data est là. Et qu'est-ce que je voyais qui est intéressant aussi à observer? Ah oui, Quantum Computing, depuis qu'on en parle, vous voyez où il est? Il est là. Hein? Donc, encore, il a beaucoup à monter avec donc un horizon de plus de 10 ans. Une autre question qui me paraît intéressante, c'est est-ce qu'on doit connecter tout ce qui est connectable? Certainement non, d'autant plus que chaque fois qu'on interconnecte des appareils, etc., on peut avoir des failles de sécurité, donc là, il faut être prudent. Ça, c'est... Ensuite, bon, j'ai parlé de sécurité. Sécurité, c'est vraiment le problème dans ce type d'aventure, de construction. Ici, j'ai 2 ou 3 slides qui parlent des problèmes de sécurité récents. Je pense que la sécurité, c'est un problème majeur. Parfois aussi, on cherche à nous rassurer, à nous dire oui, mais enfin bon, en faisant des patchs, en faisant ceci, cela, je pense que c'est hopeless. Et tous les gens qui disent qu'on peut atteindre un degré de sécurité quelconque, bon, c'est des affirmations qui ne sont pas fondées, qui ne peuvent pas être fondées scientifiquement. Et je parle par exemple de la sécurité de systèmes comme l'OS de mon laptop. Personne ne peut
on peut garantir, et ça a à voir aussi avec les techniques de vérification formelle, on peut garantir une propriété à partir du moment où on peut construire un modèle formel du système. Si, lorsqu'on discute avec des ingénieurs de Microsoft, ils ne savent même pas comment leur OS est structuré, comment, par exemple, les priorités sont structurées dans leur OS, etc., on n'aura jamais, on ne pourra rien prouver. Okay? Et c'est un système qui est complètement facile à pénétrer. Vous avez entendu parler de problèmes de Sony. Actuellement, le cybercrime, ça s'applique au niveau mondial. Ne parlons pas des problèmes avec, par exemple, tout ce qui sont des virus qui sont cachés, qui ne se manifestent pas. Récemment, on a découvert un virus qui existait, qui était caché dans des systèmes pendant des années, et qu'on s'en est aperçu récemment, l'année dernière. Ceci étant, l'Internet des objets, ce sera... Bon, il va y avoir un scénario, disons, triomphe, un scénario pire cas. Dans tous les cas, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans la vie de tous les jours et il faut se préparer pour ça. J'aimerais finir avec quelques conclusions en ce qui concerne aussi ce qui se passe en France et en Europe. Il y a 10 ans, j'étais responsable d'un réseau d'excellence européen sur les systèmes embarqués. Et à l'époque, on disait qu'en Europe, on était très fort en système embarqué. Même on se comparait aux Américains, on disait on est meilleur. Et puis on disait la concurrence sera entre les pays asiatiques et nous. Et finalement, je pense qu'avec les bouleversements des 10 dernières années, on voit que maintenant le leadership, c'est quand même les grandes sociétés américaines qui le prennent, les grandes sociétés de soft, qui sont complètement transformées au cours des 10 dernières années. C'est intéressant. Et puis, je pense que l'Europe est en perte de vitesse. C'est un peu dommage. Et là, je dis que, voilà, quelques faits qui montrent quand même qu'on est en perte de vitesse. Et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour rester dans la course qui va se jouer plutôt entre les Américains et les Asiatiques. Et là, une question aussi qu'il faut se poser, c'est que même donc pour certaines industries où on est très bien positionné, enfin l'Europe, comme l'automobile, est-ce que demain Daimler n'achètera pas ses logiciels chez Google, hein? C'est probable. Donc voilà, merci et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.